Après notre divorce, j'ai caché ma grossesse jusqu'au jour où, au moment de l'accouchement, le médecin a baissé son masque et j'ai oublié comment respirer. Le médecin a baissé son masque et je suis tombée nez à nez avec le visage de mon ex-mari. J'étais en pleine contraction, les jambes dans les étriers, ma chemise d'hôpital trempée de sueur et de liquide amniotique. Les lumières des néons étaient trop agressives. Quelqu'un me disait de respirer et là, devant moi, se tenait Étienne, le docteur Étienne Chen, l'homme qui m'avait fait remettre les papiers du divorce 8 mois plus tôt, alors que je glaçais le gâteau d'anniversaire de sa mère. Chloé. Sa voix s'est brisée comme du verre. La contraction a atteint son paroxysme. J'ai crié, broyant la main de l'infirmière. Quand j'ai pu respirer à nouveau, quand la douleur incandescente a reculé vers une agonie gérable, je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses yeux étaient les mêmes, marron foncé, ceux que je trouvais autrefois si beaux. Maintenant, il ne me rappelait que toutes les fois où il détournait le regard quand sa mère me critiquait. Vous vous connaissez ? L'infirmière, Linda Kowalski, dont le badge indiquait le nom, oscillait entre nous deux. Nous étions mariés, ai-je dit entre mes dents serrées, alors qu'une autre contraction montait, jusqu'à ce qu'il me serve les papiers du divorce pendant que j'organisais le 65e anniversaire de sa mère. Étienne est devenu livide, vacillant sur ses pieds. Je ne savais pas que tu étais, a-t-il commencé, enceinte ? J'ai terminé. Ouais, je l'ai appris 3 jours après ton départ. Drôle de coïncidence, non ? La contraction m'a frappé comme un train de marchandises. J'ai crié à nouveau, sentant mon corps se déchirer. Étienne a fait un pas en avant, par pur instinct, sa formation professionnelle prenant le dessus sur la catastrophe personnelle, mais ses mains tremblaient. Je pouvais les voir, tressaillir alors qu'il vérifiait les moniteurs, m'examinant avec un détachement clinique qui n'atteignait pas son regard. « Tu ne me l'as pas dit », a-t-il chuchoté. « Tu n'as pas demandé », ai-je rétorqué. « Tu étais trop occupé avec Mélissa, ton interne. » Les sourcils de Linda se sont haussés. Elle a regardé Étienne avec un air de dégoût. « Ce n'était pas », a commencé Étienne. « David, l'ai-je interrompu, contente-toi de faire naître mon bébé et de sortir de ma vie, encore une fois. 8 mois plus tôt, j'étais mariée à Étienne Chen depuis 3 ans, 2 mois et 14 jours quand il a tout détruit. Nous nous étions rencontrés à l'université de Lyon. J'étudiais le design graphique, lui était en médecine. Nous nous étions rencontrés dans un petit café du Vieux-Lyon, une rencontre digne d'un film, pas de la vraie vie. Il avait renversé son café sur mon carnet de croquis, s'était excusé 1000 fois, m'avait offert un nouveau café et un nouveau carnet, et avait demandé mon numéro. 6 mois plus tard, nous étions inséparables. 2 ans après, il m'a demandé en mariage. Sa mère, Hélène Chen, a pleuré lors de la fête de fiançailles. Des larmes de joie, pensais-je. Je me trompais sur beaucoup de choses. Madame Hélène Chen était une force de la nature, 64 ans, ancienne professeure de biologie moléculaire, veuve depuis 12 ans. Son mari, le père d'Étienne, était décédé d'une crise cardiaque quand Étienne avait 15 ans. Étienne était son fils unique, son univers entier. Elle l'a rendu très clair lors de notre mariage. « Tu as de la chance de l'avoir », m'avait-elle dit pendant la danse mère-fils. Étienne aurait pu avoir n'importe qui. Il t'a choisi, toi. J'avais souri, hoché la tête, me disant qu'elle était juste protectrice. La première année de mariage était correcte, même bonne. Étienne faisait son internat à l'hôpital Édouard Herriot. Des heures épuisantes, des gardes de 24 heures, mais quand il rentrait à la maison, il était à moi. Nous avions un petit appartement dans le 6e arrondissement, rien de luxueux, mais c'était le nôtre, jusqu'à ce que Madame Chen décide que ce n'était pas assez bien. « Vous ne pouvez pas élever une famille dans ce quartier », a-t-elle annoncé un dimanche lors d'un déjeuner. « Je vais vous acheter une maison. »« Maman, nous sommes très bien », a commencé Étienne. Absurdité. J'ai déjà fait une offre sur une magnifique demeure bourgeoise à Écully, 4 chambres, d'excellentes écoles. J'ai regardé Étienne, attendant qu'il résiste. Il ne l'a pas fait. C'est très généreux, ai-je dit prudemment, mais nous aimerions choisir notre propre maison quand nous serons prêts. Madame Chen a esquissé ce sourire qui signifiait « Chloé,
ma chère, j'essaie de vous aider, à moins que tu ne préfères galérer. Nous ne galérons pas. Tu travailles dans une agence de design pour 2000 € par mois. Le salaire d'interne d'Étienne couvre à peine ses dettes étudiantes. Accepte l'aide quand elle t'est offerte. Elle a acheté la maison, l'a mise à son nom, nous a laissé y vivre gratuitement. Cela aurait dû être un cadeau. C'était une laisse. Madame Chen avait un double des clés, elle l'utilisait 2 fois par semaine, minimum. Elle entrait pendant que nous étions au travail, réorganisait tout, laissait des petits mots. La cuisine était sale, je l'ai nettoyée. De rien. Ces rideaux sont horribles, j'en ai commandé de nouveaux, ils arriveront mardi. Le plat préféré d'Étienne est le poulet sauté. La recette est sur le comptoir. Essaie de bien faire cette fois. J'ai essayé d'en parler à Étienne. Elle essaie juste d'aider, disait-il. Elle contrôle notre maison. Elle nous a acheté la maison, Chloé. La moindre des choses est d'être reconnaissante. Je ne lui avais pas demandé de nous acheter une maison. C'est ma mère, elle a de bonnes intentions. Cette phrase, elle a de bonnes intentions, je l'ai entendue si souvent que j'ai fini par la détester. Quand Madame Chen a redécoré notre chambre sans demander, remplaçant notre linge de lit sobre par des imprimés fleuris qu'elle avait choisis, j'ai fini par craquer. C'était lors d'un déjeuner dominical chez elle. Elle imposait une présence obligatoire. Elle parlait de la chambre, à quel point c'était mieux maintenant, comment je n'avais clairement aucun goût pour la décoration intérieure. Hélène, ai-je dit, d'une voix calme, j'ai besoin que tu arrêtes de redécorer notre maison sans permission. La table est devenue silencieuse. Madame Chen a posé sa fourchette. Pardon. La maison. J'apprécie tout ce que tu as fait, mais c'est notre foyer. J'aimerais prendre les décisions sur son apparence. Votre foyer? Elle a haussé un sourcil. J'ai payé pour et vous y vivez. Notre foyer? Étienne a posé sa main sur mon bras. Je me suis dégagée. Non, je pose une limite. Ta mère ne peut pas continuer à entrer chez nous et à tout changer sans nous demander d'abord. Elle essaie d'aider, a encore dit Étienne. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide. Nous avons besoin d'intimité. Nous avons besoin d'autonomie. Nous avons besoin de respect. Madame Chen m'a interrompu. C'est fort, venant de quelqu'un qui a épousé mon fils pour la sécurité financière. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. J'ai épousé Étienne parce que je l'aime. Alors agis en conséquence. Soutiens sa carrière, garde une maison propre, montre un peu de gratitude. Je me suis levée. Je rentre. Chloé, rassois-toi, a sifflé Étienne. Non. Je suis rentrée seule, je me suis assise dans notre chambre fleurie et j'ai pleuré. Étienne est rentré 3 heures plus tard. Je l'ai entendu dans le salon, au téléphone. Je sais, maman. Je sais. Elle a été irrespectueuse. Je vais régler ça. Mon estomac s'est noué. Le lendemain matin, il m'a réveillée tôt. Nous devons parler, a-t-il dit. Je me suis assise, remarquant la pochette cartonnée dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Il me l'a tendu, les papiers du divorce. J'ai fixé les documents, sa signature déjà en bas, la date, celle de ce matin. Tu es sérieux, ai-je murmuré. Ma mère pense que c'est mieux. Ta mère pense, je n'arrivais pas à finir, je n'arrivais plus à respirer. Elle a été patiente, Chloé. Nous l'avons été tous les deux, mais tu ne t'intègres pas dans cette famille comme nous l'espérions. Tu es combative, irrespectueuse, refusant tout compromis. J'ai demandé à ce qu'elle arrête de redécorer notre chambre. Tu l'as embarrassée dans sa propre maison, lors d'un dîner de famille. Donc tu divorces de moi? Ça ne fonctionne pas. Tu divorces de moi parce que ta mère te l'a dit. Il a détourné le regard. Je vais déménager aujourd'hui. Tu peux rester dans la maison pendant 30 jours, ensuite il faudra la mettre en vente. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. Que pouvais-je faire d'autre? Maître Joseph Brennan, 57 ans, spécialiste en droit de la famille, a tout réglé avec moi,
la séparation des biens, le fait que je n'avais aucun droit sur la maison car elle était au nom d'Hélène Chen. C'est plutôt propre, a dit Brennan. Pas d'enfant, pas d'actif majeur. Tu repartiras avec ta voiture et tes affaires personnelles. C'est tout. Vous étiez mariés moins de 4 ans. En France, le régime de la communauté réduite aux acquêts s'applique, mais ce qui était avant le mariage reste propre. Je suis partie avec ma petite Renault, mon ordinateur et ma dignité en miettes. J'ai appris que j'étais enceinte un mardi, 3 jours après qu'Étienne a déménagé, 10 jours après qu'il m'a servi les papiers. Je me sentais bizarre, nauséeuse, épuisée, j'avais mis ça sur le compte du stress. Mon amie Amanda, 29 ans, graphiste, ma meilleure amie au travail, m'a traînée à la pharmacie. Fais le test, a-t-elle dit, pour écarter cette idée. J'ai fait 3 tests, tous positifs. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain de mon nouveau studio, un petit appartement dans un immeuble qui sentait le vieux tapis, et j'ai fixé les lignes roses. Étienne et moi avions essayé d'avoir un bébé, pas agressivement, mais nous avions arrêté de nous protéger 6 mois plus tôt. Et maintenant, j'étais enceinte, seule, divorcée, avec un ex-mari qui avait choisi sa mère plutôt que moi. Tu vas lui dire, a demandé Amanda. Je ne sais pas. J'ai appelé maître Brennan le lendemain. Tu n'es pas obligé de lui dire, a dit Brennan, pas avant la naissance. Ensuite, il faudra régler les questions de garde et de pension alimentaire. Et si je ne veux pas qu'il ait la garde? C'est ton choix, mais il a des droits parentaux. S'il la prend, il peut demander la garde malgré tes souhaits. J'ai raccroché, pris une décision. Je ne lui dirai pas encore, pas tant qu'il était encore empêtré avec sa mère, pas tant qu'il était encore l'homme qui avait besoin de permission pour faire des choix. Mon bébé méritait mieux. La grossesse a été difficile. Je travaillais à plein temps chez Hartwell Digital, l'agence où j'étais depuis 4 ans. Ma superviseure, Karen, 34 ans, mère de 2 enfants, a été compréhensive. Prends tes pauses, pars plus tôt si besoin. On s'organisera. J'avais des nausées qui duraient toute la journée, les chevilles enflées, mal au dos, cet épuisement qui donne l'impression de se noyer. Je suis allée au rendez-vous seule. Mon gynécologue, le docteur Martinez, était gentil. Tout va bien, disait-il. Le bébé est en bonne santé. Merci. Le père est impliqué? Non. Il n'a jamais reposé la question. À 20 semaines, j'ai su que c'était un garçon. J'ai pleuré dans la salle d'échographie, des larmes de bonheur, de peur, de débordement. Je n'avais pas encore prévenu mes parents, ils vivaient dans le sud, à la retraite. Nous nous parlions une fois par mois, des choses superficielles. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Je suis enceinte, ai-je dit. Quoi? De qui? Étienne, mon ex-mari. Vous êtes divorcés? Je ne leur avais jamais rien dit, par honte. Oui, nous avons divorcé il y a 4 mois. Et il t'a mise enceinte? C'est arrivé avant notre séparation. Est-ce qu'il sait? Non. Silence à l'autre bout. Chloé, c'est un désastre. Je sais. As-tu besoin d'argent? Non, ça va. Es-tu sûre? Oui, vraiment. Nous avons raccroché. Elle n'a pas rappelé. J'ai passé Thanksgiving seule, j'ai mangé un plat préparé devant Netflix. Amanda m'a invitée pour Noël. Sa famille était bruyante, chaleureuse, posait trop de questions. C'est pour quand? A demandé sa mère. Février. Et le père? Pas dans le portrait. Regard compatissant, sourire apitoyé. Je suis rentrée tôt. Janvier est arrivé comme une tempête. J'étais à 36 semaines, énorme, inconfortable, prête à ce que ça se termine. Le docteur Martinez m'a appelé un lundi matin. Chloé, je suis désolée, j'ai eu un accident de voiture. Oh mon Dieu, ça va? Ça va aller. Poignet cassé, quelques bleus, mais je ne peux pas accoucher de bébé pendant au moins 6 semaines. Mon terme était dans 3 semaines. Que dois-je faire? Je transfère ton dossier au docteur Patel.
Elle est excellente. Tu seras entre de bonnes mains. Le docteur Anita Patel, 38 ans, était chaleureuse, professionnelle, a examiné mon dossier. Tout a l'air bon, a-t-elle dit. On provoquera l'accouchement à 39 semaines si le travail ne commence pas naturellement. J'ai hoché la tête, essayé de me détendre. 2 semaines plus tard, le travail a commencé. 2h47, le 12 février. Des contractions m'ont réveillée, régulières, toutes les 5 minutes. J'ai appelé l'hôpital. Venez, a dit la sage-femme. J'ai conduit moi-même, personne à appeler, personne pour m'aider. Amanda était en déplacement à Berlin pour une conférence. Mes parents étaient dans le sud. Je connaissais du monde, des collègues, mais personne assez proche pour être réveillée à 3h du matin. Je me suis enregistrée au service maternité, j'ai mis une chemise d'hôpital. Le docteur Patel n'était pas de garde. Elle est à une conférence, a expliqué la sage-femme, mais le docteur Chen assure le remplacement. Il est super. Le docteur Chen. Je n'y ai pas pensé. C'est un nom commun, jusqu'à ce qu'il entre dans ma chambre, baisse son masque et que je vois le visage d'Étienne. Il faut pousser, a dit Étienne. Sa voix était stable, professionnelle, mais ses mains tremblaient encore. J'ai poussé. La douleur était indescriptible, comme si on me déchirait de l'intérieur. Bien, a-t-il dit. Encore. J'ai poussé à nouveau. Je vois la tête, a dit Linda. Tu te débrouilles super bien, Chloé. Encore une poussée, encore une. Encore une, a dit Étienne. Une grosse poussée. J'ai crié, poussé avec tout ce que j'avais, et puis, le soulagement. La pression a disparu. Un bébé a pleuré, mon bébé. Étienne l'a tenu, mon fils, notre fils. Son visage était mouillé, des larmes se mélangeant à la sueur. C'est un garçon, a-t-il dit. Linda a coupé le cordon ombilical, l'a enveloppé dans une couverture, l'a posé sur ma poitrine. J'ai regardé ce tout petit visage, les cheveux sombres, les petits points. Il était parfait. Salut, bébé, ai-je murmuré. Je suis ta maman. Étienne est resté là, figé, à regarder. 3 kilos, a annoncé Linda. 50 centimètres, score d'Apgar parfait. Elle a emmené le bébé vers la table chauffante, l'a nettoyé, a vérifié ses constantes. Étienne a terminé, a délivré le placenta, a recousu mes poings. Ses mains étaient plus stables maintenant, la mémoire musculaire prenant le dessus. Quand tout fut terminé, quand la chambre s'est calmée, quand Linda est partie me chercher de l'eau, Étienne a parlé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'étais épuisée, je saignais. Mon corps donnait l'impression d'avoir traversé une guerre. Tu veux vraiment avoir cette conversation maintenant? Tu étais enceinte quand je t'ai servi les papiers. Non, j'ai appris que 3 jours après ton départ. 3 jours? Sa voix s'est brisée. Chloé, j'avais le droit de savoir. Avais-tu ce droit? Je l'ai regardé. Est-ce que l'homme qui a choisi sa mère plutôt que moi chaque jour pendant 3 ans avait le droit de savoir? Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri. Ça a fait mal à mes poings. Tu veux parler de justice? J'ai fait des erreurs. Tu as demandé le divorce parce que ta mère te l'a dit. Parce que j'ai demandé à ce qu'elle arrête de redécorer notre chambre. Ce n'est pas une erreur, Étienne. C'est un choix. Il a sursauté. Alors, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai fait un choix, aussi. Mon fils mérite un père qui le choisisse lui, pas quelqu'un qui demande la permission à sa mère d'abord. J'aurais été là, a-t-il dit. Aurais quoi? Rester marié à moi par obligation, m'en vouloir de t'avoir piégé, laisser ta mère contrôler comment nous l'élevions? Silence. C'est ce que je pensais. Linda est revenue avec de l'eau, des crackers, une couverture chaude. On va vous nettoyer, a-t-elle dit doucement. Ensuite, on ramènera le bébé. Elle m'a aidé à aller aux toilettes, à changer de chemise, à revenir au lit. Étienne était parti. Je suis restée à l'hôpital 2 jours,
observation postpartum standard. Ils m'ont surveillé pour les hémorragies, ont vérifié mes signes vitaux, se sont assurés que je pouvais nourrir le bébé. Je l'ai appelé Olivier. Olivier James. James était le prénom de mon père, mais surtout, j'aimais ça. Étienne est passé 2 fois. La première fois, je dormais. Linda lui a dit de revenir plus tard. La deuxième fois, j'allaitais Olivier. Il est resté sur le seuil, n'est pas entré. On peut parler, a-t-il demandé. Pas maintenant. Chloé, s'il te plaît. Je viens d'accoucher. Je suis épuisée. Je saigne. J'essaie de comprendre comment garder un humain en vie. Cette conversation peut attendre. Il est parti. Le jour de ma sortie, l'assistante sociale de l'hôpital est passée. Patricia Green, 52 ans, assistante sociale clinicienne diplômée. Je voulais faire le point, a-t-elle dit. M'assurer que vous avez du soutien à la maison. Je vais bien. Vous êtes une mère célibataire? Oui. Avez-vous de la famille, des amis, quelqu'un pour vous aider? Je me débrouillerai. Elle m'a donné une carte de visite. C'est un groupe de soutien pour mères célibataires. Ils se réunissent tous les jeudis à la maison de quartier. Garde d'enfants gratuite, café, croissant. J'ai pris la carte. Merci. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, aide au logement, ressources en santé mentale, appelez-moi. J'ai hoché la tête. Elle est partie. J'étais en train de ranger les affaires d'Olivier, la petite tenue, la couverture, quand Étienne est apparu sur le seuil. Sa mère était avec lui, Hélène Chen, 65 ans, posture impeccable, sac de créateur, me regardant comme si j'avais commis un crime. Parfait. Chloé, a-t-elle dit. Sa voix était de glace. Étienne m'a parlé de la situation. Le bébé, tu veux dire? C'est exactement le genre de piège contre lequel je l'avais mis en garde. La température de la chambre a chuté. Les gens dans le couloir regardaient, infirmières, patients, visiteurs. Piège, ai-je répété. Ma voix devenait plus forte. Je ne lui ai même pas dit que j'étais enceinte. Timing très pratique, d'arriver en plein travail à l'hôpital où il travaille. Je suis entrée en travail à 2h47. Je suis venue à l'hôpital le plus proche. Je ne savais pas qu'il était de garde. Bien sûr que tu ne savais pas. Je me suis levée, mes poings ont tiré. Je m'en fichais. Vous voulez savoir ce qui est pratique, ai-je dit. Le fait que votre fils ait divorcé de moi il y a 8 mois. Qu'il m'ait servi les papiers le lendemain du jour où j'ai demandé à ce que vous arrêtiez de contrôler notre mariage. Vous voulez appeler quelque chose un piège? Appelez ça comme ça. Le visage de Madame Chen est devenu rouge. Et maintenant, il s'intéresse soudainement à la paternité? Où était cette énergie quand il vous choisissait, vous, plutôt que moi, chaque jour? Je l'ai élevé pour honorer la famille. Vous l'avez élevé pour avoir peur de vous. Des hoquets dans le couloir. Je me suis tournée vers Étienne. Tu veux être père? Prouve-le. Demande la garde. Viens. Mais n'ose pas prétendre que c'est par amour. Ses yeux étaient mouillés. J'ai fait une erreur. Tu as fait 100 erreurs. Je suis juste celle qui a arrêté de les pardonner. J'ai ajusté Olivier dans mes bras. Il dormait, paisible, inconscient du désastre autour de lui. Oh, et Étienne, ai-je dit. Mélissa t'a quitté, n'est-ce pas? Son visage l'a confirmé. Bien. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être le second choix de quelqu'un. J'ai attrapé mes papiers de sortie, mon sac. Madame Chen a attrapé mon bras. Tu ne peux pas juste partir. J'ai regardé sa main sur moi, puis l'agent de sécurité posté au bureau des infirmières. Touchez-moi encore une fois et je dépose plainte. Elle a lâché prise comme si je l'avais brûlée. Je suis passée devant eux deux. Linda était au bureau. Elle m'a tendu un dossier. Instruction de sortie, a-t-elle dit. Rendez-vous de suivi, numéro d'urgence. Elle a baissé la voix.
Tu te débrouilles super bien, Chloé. Ne les laisse pas te faire douter. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai passé ces portes d'hôpital avec Olivier contre ma poitrine, j'ai laissé mon ex-mari debout à côté de la femme qui a détruit notre mariage, comprenant enfin que certaines choses, une fois brisées, restent brisées. 3 mois plus tard, Olivier avait 12 semaines. Il souriait maintenant, faisait des petits bruits, dormait par tranches de 4 heures la nuit. J'avais repris le travail, à temps partiel. Karen avait été incroyablement flexible. Prends ce dont tu as besoin, avait-elle dit. J'avais une garde d'enfants 3 jours par semaine. Ma voisine, Madame Rita Alvarez, 68 ans, institutrice à la retraite, grand-mère de 7 petits-enfants. Elle gardait Olivier chez elle, me prenait 15 € de l'heure, l'aimait comme le sien. C'est un bon bébé, me disait-elle. Si calme, si doux. Je fonctionnais, je survivais, je traversais chaque journée. Étienne m'avait contacté 2 fois par l'intermédiaire de son avocate, maître Michel Santos, 43 ans, spécialiste en droit de la famille, médiatrice certifiée. Elle m'avait envoyé des courriers formels demandant des tests de paternité et des arrangements de garde. J'avais pris mon propre avocat, maître Robert Kim, 51 ans, 20 ans d'expérience en droit de la famille. Tu n'es obligé d'accepter rien du tout, a dit Kim. Mais s'il poursuit, un tribunal ordonnera un test ADN. Laisse-le poursuivre. Il le fera. Et une fois la paternité établie, il aura des droits. Droit de visite au minimum, peut-être garde partagée. Sur mon cadavre. Chloé, je comprends ta colère, mais la loi favorise l'implication parentale, à moins que tu puisses prouver qu'il est inapte. Sa mère a essayé de m'agripper à l'hôpital, devant témoins. As-tu déposé plainte? Non. Alors c'est ta parole contre la sienne. J'ai raccroché, me sentant vaincue, mais j'ai continué à vivre, à travailler, à tomber amoureuse de mon fils. Un mardi après-midi, j'étais chez le pédiatre, visite de contrôle, vaccin. Le pédiatre, le docteur James Okafor, 39 ans, a examiné Olivier. Il s'épanouit, a dit le docteur Okafor. Bonne prise de poids, il atteint toutes ses étapes de développement. Vous faites un excellent travail. Merci. Et vous, comment allez-vous? J'ai hésité. Ça va. Le postpartum peut être difficile, surtout pour les mères célibataires. Si vous vous sentez submergée, déprimée, anxieuse, nous avons des ressources. Ça va, vraiment. Il m'a tendu une brochure, juste au cas où. Je l'ai prise, je l'ai jetée dans mon sac. Cette nuit-là, Olivier n'arrêtait pas de pleurer. Je l'avais nourri, changé, bercé, promené, essayé tout. Il a juste hurlé pendant 3 heures. À 23 heures, j'ai appelé la ligne d'urgence du pédiatre. Amenez-le, a dit l'infirmière. J'ai conduit aux urgences. Le docteur Okafor m'y attendait. Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Il a examiné Olivier, a vérifié ses oreilles, sa gorge, son ventre. Otite, a-t-il dit. Pas sévère, mais douloureuse. On va prescrire des antibiotiques. Il ira mieux en 1 jour ou 2. Le soulagement m'a submergé. Merci. Vous avez bien fait de l'amener. J'ai commencé à pleurer. Le docteur Okafor m'a tendu des mouchoirs. Ça va. Vous allez bien. Je suis si fatiguée, ai-je chuchoté. Je sais. Je ne sais pas ce que je fais. Vous faites un excellent travail. Olivier est en bonne santé et aimé. C'est ce qui compte. J'ai conduit jusqu'à la maison avec des antibiotiques et un bébé endormi. Je l'ai mis dans son lit, je me suis effondrée sur le mien, j'ai envoyé un message à Amanda. Je n'y arrive plus. Elle a appelé immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, les pleurs, les urgences, l'épuisement. Viens rester chez moi ce week-end, a-t-elle dit. Je t'aiderai. Tu n'es pas obligée. Je le veux. Tu n'es pas seule, Chloé. Ce week-end-là,
Amanda est venue, a tenu Olivier pendant que je prenais une douche, m'a préparé à manger, m'a laissé dormir. Tu es une bonne maman, m'a-t-elle dit. Je ne me sens pas comme telle. C'est ce qui fait de toi une bonne maman. Les mauvaises mamans ne s'inquiètent pas de savoir si elles font les choses correctement. 6 mois après la naissance, Olivier avait 6 mois, s'asseyait, mangeait des solides, riait de tout. L'avocate d'Étienne avait déposé une demande de test de paternité et de garde. Le tribunal a ordonné le test ADN. Les résultats sont revenus, 99,9% de probabilité de paternité. Pas de surprise. Le tribunal a ordonné une médiation. Je me suis assise en face d'Étienne dans une salle de conférence au cabinet de Maître Santos. Le médiateur, Franck Delgado, 56 ans, juge à la retraite, était au bout de la table. Commençons par ce sur quoi nous sommes d'accord, a dit Delgado. Vous voulez tous les deux le meilleur pour Olivier. J'ai hoché la tête. Étienne aussi. Monsieur Chen, vous demandez une garde alternée, partage 50-50e. Oui, a dit Étienne. Madame Turner, vous vous y opposez? Je ne suis pas opposé à ce qu'il voit Olivier, ai-je dit prudemment. Je suis opposé à la garde alternée avec quelqu'un qui m'a abandonné pendant ma grossesse. Je ne t'ai pas abandonné, a dit Étienne. Je ne savais pas. Parce que tu n'as pas demandé. Parce que tu étais trop occupé à laisser ta mère mener ta vie. Ce n'est pas juste. Juste. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu as divorcé de moi parce que ta mère te l'a dit. Tu as pris chaque décision importante de ta vie en fonction de son approbation. Tu penses vraiment que je vais te laisser la garde partagée de mon fils quand tu ne peux même pas prendre de décision sans sa permission? Silence. Delgado s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous commencer plus petit, droit de visite supervisé, quelques heures par semaine, et construire à partir de là. Je peux accepter ça, ai-je dit. Étienne avait l'air de vouloir protester. Puis il a hoché la tête. D'accord. Nous avons établi un calendrier, 2 heures chaque dimanche, supervisé par un tiers neutre dans un centre de visite familiale. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais c'était un début. La première visite fut maladroite. Le centre, Family First, était un bâtiment gai avec des jouets et un éclairage doux. La superviseure, Maria Gonzalez, 32 ans, diplômée en travail social, nous a accueillis. Je serai dans la salle, a-t-elle expliqué, juste à observer, m'assurer que tout se passe bien. J'ai tendu Olivier à Étienne. Mon fils avait l'air confus, tendait la main vers moi. Ça va, mon cœur, ai-je murmuré. Maman est juste là. Étienne l'a tenu maladroitement, comme s'il ne savait pas trop. Soutiens sa tête, ai-je dit. Il s'est ajusté. Olivier s'est mis à pleurer. Il ne me connaît pas, a dit Étienne, la voix brisée. Non, ai-je convenu. Il ne te connaît pas. J'ai regardé à travers la vitre, Maria assise tranquillement dans le coin, Étienne essayant d'engager Olivier, Olivier pleurant. Au bout d'1 heure, Maria me l'a rendu. Il est submergé, a-t-elle dit doucement. Ça arrive. On essaiera encore la semaine prochaine. Semaine après semaine, nous avons essayé. À la 6e semaine, Olivier a arrêté de pleurer quand Étienne le tenait. À la 10e, il lui a souri. À la 15e, il a tendu les bras vers lui. J'ai regardé cela se produire, j'ai regardé mon fils créer un lien avec l'homme qui m'avait brisé le cœur, et je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de jalousie, pas de peur, juste de l'acceptation. Étienne était le père d'Olivier, que je le veuille ou non, et Olivier méritait de le connaître. 1 an après la naissance, Olivier a eu 1 an. J'ai organisé une petite fête dans mon appartement. Amanda est venue, Madame Alvarez, quelques collègues. Étienne a demandé s'il pouvait venir. J'ai dit oui. Il est arrivé avec un cadeau, un jeu de cubes en bois, éducatif, adapté à son âge. Il va adorer, ai-je dit. Nous avons échangé des banalités, polis, distants. Sa mère n'était pas avec lui.
Comment va Hélène, ai-je demandé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle est la même. Toujours à contrôler ta vie? Il m'a regardé. J'ai déménagé. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il y a 3 mois. J'ai mon propre appartement. Pourquoi? Parce que tu avais raison. Je l'ai laissé prendre des décisions pour moi, y compris la pire décision que j'ai jamais prise, divorcer de toi. Oui. Olivier s'est dandiné vers lui, a attrapé la jambe d'Étienne. Papa, a-t-il dit, première fois. Le visage d'Étienne s'est froissé. Il a pris Olivier, l'a serré contre lui. Hey, petit bonhomme, a-t-il chuchoté. Je les ai regardés, père et fils, et j'ai senti quelque chose bouger. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être une possibilité. 18 mois après la naissance, Olivier marchait, parlait, une minuscule personne avec des opinions. Étienne et moi étions passés des visites supervisées au week-end non supervisées. Il récupérait Olivier chaque samedi matin, le ramenait le dimanche soir. Je passais ces week-ends à dormir, travailler, exister sans les demandes constantes de la petite enfance. Un samedi, Étienne est arrivé en retard. Désolé, a-t-il dit. Pneu crevé. Ce n'est rien. Olivier a couru vers lui. Papa. Étienne l'a ramassé. Hey, mon grand, prêt pour notre week-end? Parc. On ira au parc, je te le promets. Ils sont partis. Je me suis effondrée sur le canapé. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Allô, est-ce que c'est Chloé Turner? Une voix de femme. Oui. Ici l'officier Jennifer Matsuda, commissariat de Lyon. J'appelle concernant une plainte déposée par Hélène Chen. Mon estomac s'est noué. Quoi? Madame Chen allègue que vous lui refusez l'accès à son petit-fils. Elle demande une vérification de bien-être. Une vérification sur qui? Sur votre fils, Olivier Chen. Son nom est Olivier Turner. Madame Chen prétend que vous empêchez l'enfant de voir sa famille, refusant de coopérer avec les arrangements de garde. Elle est inquiète pour le bien-être de l'enfant. Je n'arrivais plus à respirer. C'est un mensonge. J'ai la garde exclusive. Étienne, le docteur Chen, a la garde chaque week-end. Il a Olivier en ce moment même. Pouvez-vous vérifier cela? Appelez-le. Appelez son avocat. C'est du harcèlement. Je fais juste mon travail, Madame Turner. Si vous pouvez fournir les coordonnées du docteur Chen, je ferai le suivi. J'ai donné le numéro d'Étienne, celui de Maître Santos, celui de Maître Kim. Merci, a dit l'officier Matsuda. Je vous recontacter. Elle a raccroché. J'ai appelé Robert Kim immédiatement. Hélène Chen a déposé une plainte, ai-je dit, prétendant que je lui refuse l'accès à Olivier. C'est absurde. Peut-elle faire ça? Elle peut déposer ce qu'elle veut, ça ne veut pas dire que c'est fondé. Je contacterai l'officier et fournirai la documentation. Votre ordonnance de garde, l'horaire des visites d'Étienne. Cela sera classé sans suite. Elle essaie de me le prendre. Elle n'a pas de dossier. Les droits des grands-parents en France sont extrêmement limités. Elle devrait prouver que tu es inapte, ce que tu n'es pas. J'ai raccroché, j'ai appelé Étienne. Est-ce que ta mère a déposé une plainte prétendant que je lui cache Olivier? Quoi? Non. Je ne pense pas, l'officier Matsuda vient de m'appeler. Ta mère a prétendu que je lui refusais l'accès à la famille et a demandé une vérification de bien-être. Silence. Étienne. Je vais lui parler. Tu vas lui parler? Elle a déposé une fausse plainte. Je vais gérer ça. Comme tu as géré notre mariage? J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, Étienne a rappelé. J'ai parlé à ma mère. Elle a avoué. Elle a peur de ne jamais rencontrer Olivier. Parce qu'elle a essayé de m'agresser à l'hôpital, parce qu'elle est toxique. Je sais. Je lui ai dit ça.
Je lui ai dit que si elle refaisait une chose pareille, je la couperais de ma vie complètement. Tu devrais la couper maintenant. Chloé, elle a appelé la police sur moi, a déposé une fausse plainte. C'est exactement pour ça que je ne t'ai pas parlé de la grossesse, parce que je savais qu'elle rendrait ma vie infernale. Je suis désolée. Désolée ne répare pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y ai réfléchi. Je veux que tu prouves que tu as changé. Je veux que tu me montres que tu n'es plus le même homme qui choisissait sa mère plutôt que sa femme, plutôt que sa famille. Je suis différent. Alors prouve-le. J'ai raccroché. L'officier Matsuda a rappelé 2 heures plus tard. J'ai parlé au docteur Shen et aux 2 avocats, a-t-elle dit. La plainte a été classée. Madame Shen a été mise en garde sur le dépôt de fausses plaintes. Je suis désolée pour la gêne occasionnée. Merci. Pour ce que ça vaut, a ajouté l'officier Matsuda, vous faites un super boulot. Votre fils a de la chance de vous avoir. J'ai pleuré après avoir raccroché. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. 2 ans après la naissance, Olivier a eu 2 ans. J'ai organisé une plus grande fête cette fois. Parc, château gonflable, pizza, amis, collègues, Amanda et son copain, Madame Alvarez et toute sa famille. Étienne est venu, seul. Ma mère voulait venir, a-t-il dit. Je lui ai dit non. Bien. Elle est en thérapie, travaillant sur ses problèmes de contrôle. C'est super, vraiment. Elle veut rencontrer Olivier, éventuellement. Je l'ai regardé, cet homme qui a tout détruit et qui se reconstruisait lentement. Peut-être un jour, mais pas encore. J'ai besoin de savoir qu'elle ne lui fera pas de mal comme elle m'en a fait. Elle ne le fera pas. Je te le promets. Je ne la laisserai pas faire. On verra. Olivier a couru vers nous, couvert de glaçage et de taches d'herbe. Maman, papa, venez jouer. Nous l'avons suivi vers le château gonflable, nous nous sommes tenus côte à côte pendant que notre fils sautait et riait. Merci, a dit Étienne doucement. Pourquoi? Pour me laisser être son père, même après tout ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour lui. Je sais, mais quand même, merci. Nous sommes restés en silence. Pas confortable, pas exactement, mais pas hostile, non plus. Juste 2 personnes essayant de bien faire pour le minuscule humain qu'ils avaient créé. 3 ans après la naissance, Olivier a commencé la maternelle. Il adorait ça, rentrait tous les jours avec des dessins et des histoires. Maîtresse m'a dit que j'écoute bien. Je me suis fait un ami. Il s'appelle Max. On a appris des choses sur les dinosaures. J'avais eu une promotion au travail. Designer senior, 3 000 € par mois. Assez pour déménager dans un plus grand appartement, 2 chambres, meilleur quartier. Étienne m'a aidé à déménager, à porter des cartons, monter les meubles, à jouer avec Olivier pendant que je déballais. C'est sympa, a-t-il dit en regardant le nouvel endroit. C'est un foyer. Tu as réussi, Chloé, vraiment bien. Merci. Je suis sérieux. Olivier s'épanouit. Tu t'épanouis. Tu as fait ça toute seule. Pas entièrement. Amanda a aidé, Madame Alvarez, Karen au travail, mon avocat. Il faut un village. N'empêche, tu es incroyable. Je l'ai regardé, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier. Ne fais pas ça, ai-je dit. Ne pas faire quoi? Ne me regarde pas comme ça, comme si on pouvait réessayer. Ce serait si terrible? Oui, parce que tu n'es pas l'homme que j'ai épousé, et je ne suis pas la femme dont tu as divorcé. Les gens changent. Nous avons changé, en des gens qui sont mieux séparés. Il a hoché la tête, a détourné le regard. On peut être amis, a-t-il demandé. Pour Olivier, nous sommes amis, le genre qui coparent et respecte les limites. C'est assez. C'est tout. 5 ans après la naissance, Olivier est entré au CP. Sac à dos trop grand, sourire trop lumineux.
Étienne et moi l'avons accompagné tous les deux le premier jour, nous l'avons conduit jusqu'à sa salle de classe ensemble, l'avons regardé courir vers le coin lecture sans se retourner. Il grandit, a dit Étienne, trop vite. Nous sommes restés dans le couloir, des parents partout, pleurant, prenant des photos. J'ai quelque chose à te dire, a dit Étienne. D'accord. Je vois quelqu'un. C'est tout récent, mais je voulais que tu le saches avant qu'Olivier ne la rencontre. Je n'ai rien ressenti, pas de jalousie, pas de peine. C'est génial. Je suis heureuse pour toi. Vraiment. Vraiment. Tu mérites d'être heureux. Toi aussi. Je le suis, et je le pensais. J'étais heureuse dans ma carrière, dans ma maternité, dans ma vie. Je n'avais pas besoin d'un partenaire pour me compléter. Je m'étais complétée moi-même. Le mot de la fin. Les gens demandent toujours si je regrette de ne pas avoir dit à Étienne pour la grossesse. La réponse est non, parce que si je lui avais dit, il serait resté, par obligation, par devoir. Et notre fils aurait grandi en regardant son père demander la permission de l'aimer. Au lieu de cela, Olivier a un père qui l'a choisi, qui s'est battu pour lui, qui a prouvé qu'il pouvait voler de ses propres ailes, et une mère qui est partie avec sa dignité, qui a construit une vie à partir de rien, qui lui a montré que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de franchir ses portes seul. Le médecin a baissé son masque, j'ai vu le visage de mon ex-mari, et j'ai appris que les fins ne sont pas toujours des désastres. Parfois, ce sont juste de nouveaux départs déguisés.